Bienvenue dans Voix de comptable, le podcast qui t'aide à trouver ta voie. Je suis Julie Lagneau, experte comptable mémorialiste en quête de sens et j'accompagne les étudiants de la filière expertise comptable à prendre leur envol. Je parcours la France à la recherche d'anciens étudiants en comptabilité et nous retraçons ensemble leurs doutes, leurs échecs, leurs expériences et bien sûr leurs réussites. Aujourd'hui, ils sont experts comptables, commissaires aux comptes, DAF ou encore contrôleurs de gestion, parfois même professeurs ou entrepreneurs. À travers ces parcours inspirants, j'espère te montrer que non, en compta, il n'y a pas qu'une seule voie. Bonne écoute! Et oui, c'est encore moi. Juste un petit mot pour t'annoncer la grande nouvelle. J'ai écrit un livre aux éditions Vuibert qui s'appelle Réussir l'expertise comptable et qui condense mes 6 années d'expérience en tant qu'étudiante et jeune professionnelle du chiffre. Les 200 pages sont réparties en 3 grands thèmes qui sont l'état d'esprit pour se dépasser personnellement et professionnellement, les révisions pour décrocher ses diplômes et enfin la vie professionnelle pour trouver la voie qui te correspond. Il est déjà disponible en librairie, sur la Fnac, sur Amazon, en format physique ou digital, donc si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description de l'épisode. Et maintenant, je te laisse en très bonne compagnie avec l'invité du jour. Tu as parlé de revue analytique et d'intérim. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est pour ceux qui font pas d'audit ? Tu as raison. La revue analytique, c'est la comparaison d'une activité faite pendant une année par rapport à l'année précédente ou par rapport au budget. Et donc, ça permet d'identifier des écarts d'activité et d'échanger avec le client pour savoir d'où proviennent ces écarts. Et donc, ce qui est intéressant dans la revue analytique, c'est que, alors quand tu l'as fait de façon financière, du coup, tu peux tu peux comprendre les évolutions de l'organisation, identifier des zones de risque supplémentaires. Tu peux aller rencontrer les opérationnels pour bien comprendre, parce que le dirigeant, il n'a pas toutes les informations. Donc, tu mènes une enquête. Et tu vois, regarde, mène une enquête, je vais être commissaire de police, tu vois. Il y a beaucoup de sens dans tout ça. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Et moi, je trouve que c'est à travers la revue analytique et l'analyse des zones de risque. Donc l'analyse des zones de risque, c'est pareil. Tu regardes, c'est quoi les procédures de contrôle interne de l'organisation. Bon, des fois, tu as des entreprises, elles ont très peu de contrôle interne, puis tu en as d'autres. Et donc, tu te focalises sur la séparation des tâches, tu te focalises sur les risques liés à l'environnement, au sens large, l'environnement financier. Par exemple, moi, j'avais des dossiers où on était commissaire aux comptes de papeterie. Il y avait des vrais risques sur le coût du papier. Et donc, tu vois, dans nos revues analytiques, on analysait le cours du papier. Et donc, en fonction, ça nous permettait d'avoir des zones de risque sur les stocks, sur le chiffre d'affaires, sur les coûts d'achat. Voilà. Et donc, après, tu vas creuser ces sujets avec les clients. Voilà, donc c'est ça la revue analytique. Et en fait, savoir faire de bonnes revues analytiques financières, ça te permet aussi de savoir faire de bonnes revues analytiques extra-financières. Parce que la RSE, pour moi, c'est une question d'analyse stratégique, de positionnement, d'enjeux, de priorité de l'organisation par rapport à des enjeux de développement durable. Et donc, de bien comprendre ce que c'est le modèle d'affaires de l'entreprise, quelles sont ses ressources finalement et quels sont ses impacts, de quoi elle a besoin, qu'est-ce qu'elle a comme impact lié à son activité sur l'ensemble de ses parties prenantes. Donc c'est vraiment, c'est ce qu'on dit, les effets qu'elle exerce sur la société. Et donc du coup, tu as besoin de faire des revues analytiques. Et la démarche RSE, elle sert à ça, à remonter des indicateurs que tu compares par rapport à l'objectif cible que tu t'es donné, mais que tu compares aussi par rapport à N-1. Et donc, est-ce que tu es dans ton plan stratégique de réduction de tes impacts négatifs et d'augmentation, finalement, de tes impacts positifs ? Et pour ça, il faut avoir défini des indicateurs extra-financiers. Alors, comment on fait ? Est-ce que tu as des exemples un peu à nous donner ? Qu'est-ce que ça peut être ? En fait, tu vois, une démarche RSE, donc ça, c'est la norme ISO 26000 qui te le dit. Et donc, la norme, elle dit il va falloir déjà définir quels sont les enjeux pertinents par rapport à votre activité, par rapport à votre modèle d'affaires. Je reviens sur le terme modèle d'affaires. En fait, c'est vraiment essentiel. C'est le business model de l'entreprise. Donc, c'est quoi la création de valeur de ton organisation ? Quelles sont les ressources et les partenaires clés dont tu as besoin pour le faire ?
et quels sont finalement tes clients et comment tu rentres en relation avec eux à travers différents canaux de distribution pour réussir à créer cette valeur. Et donc, de ça se dégage un schéma économique qui est un schéma à la fois de prise de revenus. Est-ce que tu as des revenus récurrents? Est-ce que tu as des revenus ponctuels, par exemple? Et un schéma de charges dans l'organisation. Quelles sont tes charges fixes? Quelles sont tes charges variables? Et donc, quand tu as analysé ce modèle d'affaires, en responsabilité sociétale, enfin en RSE, nous, ce qu'on rajoute par rapport à ça, c'est de comprendre, est-ce que les ressources utilisées par l'entreprise sont des ressources durables? Est-ce que les achats qu'elle fait, par exemple, sont recyclés ou pas? Est-ce que au niveau social, le maintien des compétences est toujours assuré? Est-ce qu'il y a un sujet d'égalité homme-femme dans l'organisation? Tu vois, on rajoute des couches analytiques sur ce modèle d'affaires pour comprendre si le modèle d'affaires, finalement, est durable dans le temps. Parce qu'une entreprise qui ne maintient pas ses compétences ou qui ne forme pas ses équipes, elle n'est pas durable. Parce qu'en fait, on perd le savoir-faire de l'organisation. Et donc, dès lors qu'on perd le savoir-faire de l'organisation, il y a un risque élevé que l'organisation fasse du travail de moins bonne qualité. Surtout quand c'est une société de service où ça repose sur les ressources humaines. Et donc, c'est comment tu gères ce qu'on appelle du knowledge, par exemple, et que tu mets en place du knowledge, de la veille. Voilà. Et donc ça, tu vois, c'est tous les process de l'organisation. Donc, on est beaucoup, en fait, moi, j'aime bien dire, finalement, il y a 2-3 outils clés en RSE. Et souvent, on me dit, ouais, mais ce n'est pas des outils. Je dis, si, c'est des outils parce que ça te permet de cartographier. Donc, le premier outil, c'est le Business Canva, finalement, auquel tu vas rajouter des analyses sociales et environnementales et de gouvernance aussi, parce que la gouvernance est extrêmement important. Tu as la chaîne de valeur de porteur, qui est extrêmement importante aussi. Et puis, tu vas savoir cartographier des flux de process qui te permettent d'identifier finalement quels sont les bons interlocuteurs dans l'organisation, au sens large. Mais du coup, est-ce que tu as des exemples, je sais pas, d'indicateurs pour une boîte? Est-ce que tu les modifies? Est-ce qu'ils sont différents en fonction de l'activité? Oui. En fait, du coup, quand tu as compris le modèle d'affaires et comment ça fonctionne, après, tu vas définir les enjeux pertinents pour l'organisation. Donc, la norme ISO 26000, elle te donne 7 questions centrales avec 37 domaines d'action. Et donc, tout n'est pas pertinent. Par exemple, tu prends en France la question une entreprise qui travaillerait en France qu'avec des fournisseurs français. La question du droit de vigilance sur la corruption ou le travail forcé des enfants, c'est pas très pertinent. Parce qu'on a déjà un droit et une législation. Donc, voilà, tu pourrais dire, je passe à côté de cette question-là. Donc, tu vois, déjà, tu fais un premier filtre. Qu'est-ce qui est pertinent et qu'est-ce qui n'est pas pertinent au regard de l'activité de l'organisation? Après, tu vas faire un deuxième filtre qui va être, c'est quoi mes enjeux prioritaires par rapport à mon activité? Et ce filtre-là, tu vas le faire par rapport à la compréhension des attentes et des intérêts de tes parties prenantes. Donc, tu vas identifier qui sont tes parties prenantes et tu vas essayer de comprendre ces attentes et ces intérêts. Et toi, de ton côté, tu vas regarder qu'est-ce qui est essentiel pour ton business en termes d'enjeux. Et donc, les enjeux, en fait, finalement, c'est les domaines d'action de la RSE. Donc, voilà, donc c'est les 37 domaines d'action. Je ne vais pas tous te les détailler. On reviendra, j'ai une bonne formation là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est chaque question centrale. Donc, je vais au moins te dire les questions centrales. Comme ça parlera bien. Tu as la gouvernance. Après, tu as les droits de l'homme. Et donc, dans les droits de l'homme, ce qui est, on va dire, essentiel, c'est le respect des personnes sensibles, tu vois, des minorités, des personnes âgées, des jeunes enfants, voilà, par exemple. Tu as les conditions de travail. Donc là, ça va être toute la relation contractuelle avec tes salariés, le faire monter en compétences, donc la formation, la santé, la sécurité au travail. Donc, ça va être ce genre de questions. Après, tu as le sujet de l'environnement. Et donc, dans l'environnement, tu vas avoir l'utilisation des ressources, tu vas avoir ta lutte contre le changement climatique, tu vas avoir des questions sur la biodiversité, par exemple. Tu as des activités qui ont de forts impacts en matière de biodiversité. Donc, qu'est-ce qu'elles font pour
réduire leurs impacts négatifs sur ce sujet. Après, tu as la partie loyauté des pratiques. Et donc, c'est souvent là qu'on voit les sujets de lutte anticorruption, de RGPD, par exemple, aussi. Enfin, voilà, plus au niveau, consommateur. Mais en fait, c'est des questions qui sont sur la clarté de tes prix, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas des marges arrière? Enfin, voilà, ces questionnements-là. Et puis après, tu as la partie questions relatives aux consommateurs. Et là, dans cette partie-là, tu vas avoir tout ce qui est information du consommateur final. Donc, tu vas avoir la santé et la sécurité. Tu peux avoir le service après-vente, qui est extrêmement essentiel. Parce que ce n'est pas tout de sortir des choses, il faut pouvoir répondre aux questions des gens. Tu vas avoir l'éducation par rapport à ton service. Et tu vois, je dis souvent, prenez une boîte de céréales, ils vous disent, vous avez énormément d'informations. Et ces informations, finalement, ça rentre dans le sujet de la responsabilité sociétale des entreprises. Et puis enfin, la 7e question centrale, c'est le développement des communautés locales. Et donc ça, c'est comment tu interagis finalement avec ton territoire. Donc les associations, est-ce que tu contribues à des associations? Est-ce que tu fais attention aux politiques d'emploi sur ton territoire? Et donc, quel enjeu, toi, en tant qu'entreprise, tu as en termes d'emploi? Voilà, ce genre de choses. Et donc, l'entreprise, en fonction de son activité, en fonction où elle se trouve, de sa taille, de ses moyens, elle va avoir des enjeux qu'elle va prioriser. Et donc, pour les prioriser, c'est plus ça impacte ton business, plus c'est un enjeu qui est important. Et après, tu priorises en fonction de ton degré de maturité. Imagine un coiffeur en Ardèche, en plein mois d'août, son sujet essentiel, c'est d'avoir de l'eau pour laver les cheveux. S'il y a coupure d'eau, parce qu'il fait 40 degrés et qu'il y a une grosse sécheresse, il ne peut plus exercer son activité. Donc, l'eau, c'est un sujet majeur pour son activité. Donc, est-ce qu'il a mis en place de nouveaux moyens est-ce qu'il lave les cheveux tout le temps à tout le monde ou pas? Enfin, voilà, est-ce qu'il fait attention quand est-ce que c'est nécessaire, par exemple? Est-ce qu'il fait attention, est-ce qu'il suit ses consommations d'eau? Est-ce qu'il fait des reportings? Et donc, ça te donne son niveau de maturité. Si il ne traite pas le sujet, qu'il ne se pose pas la question, est-ce qu'il va pouvoir encore avoir de l'eau dans 6 mois? C'est qu'il n'a pas un niveau de maturité fort. Si, au contraire, déjà, dès maintenant, il fait attention, il met en place un système, de recyclage de l'eau tu sais, ça existe aujourd'hui des douches où en fait l'eau elle est grise, donc ça repasse par un nettoyage et puis tu as ton eau qui tourne en quasi permanence. Voilà, donc s'il n'installe pas, s'il n'investit pas dans ce genre de système, il risque d'avoir un business qui ne va pas être durable en fait. Voilà. J'ai un exemple, je ne sais pas si ça te parle. Très intéressant. J'essaye de trouver des exemples qui touchent la vie concrète des étudiants. Voilà, en tout cas, qui parlent, on va dire, au commun des mortels pour se rendre compte que finalement, la RSE, c'est quelque chose qui est extrêmement accessible. Ce qui est difficile, c'est que c'est un sujet finalement qui est extrêmement large. C'est un peu comme nous, nos études. On fait de la compta, on fait de la fisca, on fait du droit. Et puis, tu as des gens, ils sont juste spécialisés en droit, spécialisés en fisca. La RSE, c'est un peu pareil. C'est un sujet qui est extrêmement large. C'est très, très général parce que ça touche la vie des entreprises. Tu en as d'autres qui vont se spécialiser en stratégie RSE, donc plus s'intéresser au modèle d'affaires, finalement, et réfléchir à la démarche RSE. Tu en as d'autres qui vont s'intéresser uniquement au sujet des achats. Tu en as d'autres seulement à la qualité de vie au travail. Voilà. Et donc, tout le monde peut trouver son compte avec la RSE. Mais vouloir tout faire sur ce sujet-là, c'est quasi impossible. C'est pour ça que je dis, ce qui est important pour l'expert comptable ou le commissaire aux comptes, c'est de s'intéresser au sujet par rapport déjà à sa propre activité. Parce que ce qui se passe dans les professions de conseil globalement sur ce sujet de RSE, ça concerne, il faut partir du préalable que la RSE, ça concerne tout le monde. Que tu sois citoyen, que tu sois salarié, que tu sois chef d'entreprise, que tu sois l'État, la collectivité, ça concerne tout le monde, la RSE. Donc, la vraie question, c'est plutôt comment toi, dans ton métier, comment tu l'exerces, cette responsabilité sociétale. Et donc, un expert comptable qui a que des clients qui ont moins de 10 salariés, dont les clients ont moins de 10 salariés, qui lui-même traite, c'est pas la priorité de ses clients. La priorité de ses clients, c'est boucler les fins de mois.
Et donc, comment toi, en tant qu'expert comptable, tu traites ce sujet de responsabilité sociétale? C'est quoi ta responsabilité sociétale par rapport à ça? C'est déjà bien faire ton travail, aider ton client à anticiper, peut-être travailler sur sa gestion de patrimoine, parce que on sait qu'un commerçant, il reste 5 à 6 ans avant de revendre et puis de faire un autre commerce. Donc, en fait, la durabilité de son commerce, elle est extrêmement limitée puisque son activité, tu sais déjà que tu as, entre guillemets, une date de fin. Donc, c'est beaucoup plus aller interroger et travailler avec son client sur finalement ses objectifs stratégiques. Donc, tu vois, des fois, la RSE, dans notre métier, ça transforme pas grand-chose. Enfin, tu vas pas te mettre à faire des DPEF. En fait, c'est juste recréer aussi un lien avec ton client parce que tu vas aller beaucoup plus à 360 degrés sur ton accompagnement. Donc ça nécessite de nouveaux modèles économiques pour les experts comptables. C'est-à-dire de plus proposer que de la compta, mais de proposer une approche plus 360 sur la stratégie du chef d'entreprise, son impact en tant qu'entreprise sur le territoire et comment, du coup, tu rends compte à ton client pour l'aider à être business partner. Et quelle que soit la taille de l'entreprise, ça peut être une entreprise, un chef d'entreprise avec 2-3 salariés, les problèmes de management, il les a. Maintenant, est-ce que l'expert comptable peut l'accompagner sur du management? Ça va dépendre des compétences de l'expert comptable. Et donc, s'il n'a pas ces compétences-là, est-ce que l'expert comptable est prêt à travailler avec d'autres acteurs qui ont ces compétences-là et de créer des offres multiples? Ça, c'est un vrai questionnement aujourd'hui. Je raconte une anecdote. Moi, je discutais sur le bilan carbone. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a une nouvelle mission qui est publiée par l'Ordre, faites des bilans carbone. Et j'ai des experts comptables qui me disent qu'est-ce qu'on doit faire pour mettre en place les bilans carbone. Donc, je leur explique, il faut aller vous former à l'IFC, il faut commencer à faire des bilans carbone avec vos clients. Mais est-ce que vos clients viendront vous chercher pour faire des bilans carbone? Les bilans carbone, ça existe depuis 20 ans. Il y a des consultants qui sont extrêmement spécialisés de ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes consultants qui se lancent. Ils ont tous fait des écoles d'ingénieurs. Ils ont déjà une culture à travers leurs études de ce que c'est le carbone. C'est quoi la légitimité de l'expert comptable sur ce sujet? Et donc, je dis, si vous voulez aller vite pour proposer et devenir légitime, c'est passer à un partenariat avec un jeune consultant bilan carbone qui a envie de progresser là-dessus. Et puis vous avez déjà la clientèle et il vient travailler avec vous. Et là, l'expert comptable, il me dit, ah oui, mais du coup, c'est lui qui va avoir le chiffre d'affaires. Ça s'appelle un partenariat. Ça s'appelle une façon de travailler. Donc, tu vois, la responsabilité sociétale de l'expert comptable, c'est aussi de se dire, est-ce que je peux, moi, travailler différemment, ne plus être expert de tous les sujets de l'entreprise ou expert du chef d'entreprise. En fait, il y a des choses qui, moi, me dépassent ou que je ne sais pas faire. Et c'est accepter qu'on ne sait pas tout faire pour pouvoir travailler avec d'autres, en fait. Et tu vois, une autre anecdote comme ça, je discutais avec mon banquier l'autre jour et il me dit je suis dépitée par les experts comptables. Je dis pourquoi? Alors, je dis les experts comptables, on reste très dans le général, mais c'est des anecdotes qui font sourire. Il me dit j'ai un client, il a 3 salariés et il réfléchissait à mettre en place une épargne d'entreprise. En plus, c'était intéressant et tout. Donc, on en parle. Les banquiers font ça. Les experts comptables font ça. Les gestionnaires de patrimoine font ça. Donc, il y a plein de gens qui font mettre en place de la participation dans les entreprises. Et donc, on a regardé avec mon client. J'ai fait appel à mon collègue qui s'occupe de ça. On commence à monter le dossier et tout. Puis je lui dis, à ce point-là, il faudrait que vous validiez avec votre expert comptable. Et 3 jours plus tard, le client, il vient me voir et il me dit, bon, on va pas le faire parce que l'expert comptable il a dit que c'était trop compliqué. C'est dommage. Mais est-ce que, je sais pas pourquoi l'expert comptable, il a dit ça. Est-ce que c'était vraiment possible ou pas? Enfin, tu vois, j'ai pas tous les tenants et aboutissants de l'histoire. Mais il y a un vrai sujet et je pense que les jeunes générations qui arrivent là dans les cabinets, ils doivent s'emparer de ce sujet-là. C'est que notre métier, il est large, il est vaste, mais ce que je sais, c'est qu'il y a un vrai intérêt général à faire en sorte que notre métier, il soit beaucoup plus à l'écoute
du client, de la relation client, tu vois, et de comment on peut rendre service. Et on est un métier de service. Et moi, je suis toujours un peu triste quand je discute avec, ou quand je regarde, même quand je regarde certains blogs sur Facebook, Vide Comptable ou d'autres, de la façon dont on parle de nos clients. Souvent, on dit « Oh là là, le client, il comprend rien, il m'a apporté la facture. » Je trouve ça dommage. Parce qu'en fait, on aurait un vrai intérêt à dire « Ouais, c'est OK. Ben, c'est normal, c'est pas votre métier. Mais vous, moi, je suis là, vous savez pas, c'est pas grave. Par contre, vous, votre métier, vous savez bien le faire. Puis votre métier, il a peut-être un intérêt à répondre à des enjeux environnementaux et sociétaux. Et moi, je vais vous aider à développer votre métier parce qu'il répond à un vrai besoin pour la planète ou pour les humains. Et ça, je suis fière de le faire. Au lieu de ça, des fois, oh putain, parce que le client, il est chiant, le client, il est pénible, le client... Et ça, moi, je trouve que c'est cette culture-là qu'il faut changer. Tu vois, en termes de responsabilité sociétale, si on arrive à changer cette culture-là, on sera beaucoup plus puissant au niveau de nos cabinets, notre métier, notre façon même d'être représenté. Il y a un vrai sujet là auquel je me confronte aujourd'hui parce que moi, j'essaye de trouver un peu une voie de comment on peut accompagner les cabinets, la profession à intégrer cette responsabilité sociétale. Donc, je traîne beaucoup dans des milieux d'associations ou de collectivités qui œuvrent pour le développement durable. Soit des associations autour de l'économie circulaire, que ce soit l'ADEME. J'ai même développé une expérimentation là, que je vais déployer qui s'appelle Participation. Ils me disent tous ce que c'est génial le métier d'expert comptable parce que vous êtes le conseil de proximité des entrepreneurs. Et les entrepreneurs, c'est eux qui font le terrain, c'est eux qui font le territoire. Et il me dit, mais pourquoi vous leur parlez jamais de RSE ? Pourquoi ces sujets-là, ça rentre pas en cabinet ? Je dis, parce qu'en fait, nos clients, tant qu'ils viennent pas nous chercher sur ces sujets, on n'y va pas. Et ça, je pense, c'est un peu la faute, on va dire, de l'aspect normatif de notre métier. C'est-à-dire qu'on attend que la norme, elle soit là, on attend que l'obligation, elle soit là, pour aller voir notre client et pour lui en parler. Et donc, moi, je pense qu'un des vrais enjeux de notre profession, au-delà de la facture électronique, au-delà de l'attractivité, c'est de renverser notre profession. C'est ubériser nous-mêmes notre profession. Tu vois, c'est un peu comme Steve Jobs qui, en fait, te sort l'iPod et puis, en fait, il a déjà pensé au produit qui va disrupter l'iPod. Et puis, il te sort l'iPhone et puis il a déjà pensé à l'iPad et puis après, il a déjà pensé à l'iPhone. Et en fait, c'est vraiment se dire... je crois que notre métier demain, à quoi il doit ressembler ? Moi, je ne crois pas du tout que ce sera un métier réglementé. Je crois que ce sera un métier de proximité auquel on viendra prendre le café chez l'expert comptable pour parler d'enjeux de société. Et voilà. Et moi, c'est comme ça que j'ai envie un peu de me dire le métier de demain, il se dessine. Et je suis très contente parce que je rencontre des cabinets qui ont cette image-là, des cabinets innovants, qui ont aussi cette image et cette vision de dire non, mais moi, mon client, il est bienvenu chez moi. Il est dans notre relation, c'est bienvenu. On travaille cette relation client pour être au service du client, au service du territoire, au service finalement d'enjeux qui nous dépassent globalement, mais parce qu'on a des vraies compétences et expertises en matière du chiffre, en matière des modèles économiques, en matière de stratégie d'entreprise, en matière de management, on peut accompagner les entreprises sur le territoire. Quel type de mission, alors outre l'expertise comptable, quel lien on peut faire entre les chiffres et la RSE en termes de mission ? Alors moi, j'ai déjà entendu parler des DPEF, déclaration de performance extra-financière, la comptabilité triple capital. Ouais. Est-ce que c'est des missions que tu as pu faire, toi, ou pas ? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est ? Alors, je vais t'expliquer ce que c'est. Est-ce que j'en ai fait ? Oui et non. C'est-à-dire que moi, je fais beaucoup de formations. Moi, je décrypte. Mon métier, c'est de décrypter ce que potentiellement des experts peuvent faire demain. C'est ça mon métier aujourd'hui et c'est ça que j'ai envie de faire. Fondamentalement, sur les comptabilités extra-financières, triple capital, on est sur des sujets d'expérimentation. Donc la question, elle est, est-ce que l'expert comptable veut expérimenter ? Non, puisqu'on a dit que c'était un métier de norme. Donc il attend que la norme, elle soit là avant de pouvoir appliquer.
Ça dépend lesquels. Peut-être qu'il y en a qui... Alors, il y en a qui le font et c'est très bien qu'ils le font. Mais dans ce cas-là, c'est pas un métier d'expert comptable. C'est un métier de laboratoire, c'est un métier d'expérimentation, c'est un métier d'innovation. Et c'est une cellule dans un cabinet. C'est pas tout le cabinet. En tout cas, moi, je ne crois pas du tout au modèle où, en tout cas aujourd'hui, c'est-à-dire ce que je te dis, c'est aujourd'hui à l'instant T, le cabinet est viable parce qu'il fait que de l'expérimentation. Parce que les clients ne viennent pas te chercher pour ça. Quand tu vois le déploiement des comptabilités extra-financières, le temps que ça prend, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est comme le degré de maturité que je t'ai expliqué tout à l'heure. Pour faire de la comptabilité extra-financière, il faut aller chercher des indicateurs de gestion. Donc, quand les clients n'ont pas d'indicateurs de gestion, il faut créer les indicateurs de gestion. Créer un indicateur, tu sais, comme moi, peut-être pas, mais ça prend 1 an à 2 ans. Parce que la première année, tu le mets en place. Après, tu vas chercher, collecter les données pour pouvoir le mettre en place. Tu t'assures qu'il est viable, qu'il est durable dans le temps, que voilà, donc tu définis certains critères et tu vérifies. C'est possible, il est facilement accessible, ce qui n'est pas toujours évident, sur de l'information extra-financière. Et après, tu le mets en place. Donc, tu l'intègres dans des process de remontée, de tableaux de bord et tout. Donc ça prend du temps dans l'organisation. Et donc, si tu réfléchis à la clientèle des experts comptables, 60%, c'est des TPE, PME qui n'ont pas de contrôle de gestion. Moi, j'ai plutôt envie de dire aux experts comptables, faites du contrôle de gestion. Une fois que vous maîtrisez le contrôle de gestion chez votre client, même TPE, PME, vous pourrez leur proposer de la comptabilité extra-financière. Et les règles auront évolué. Et donc, peut-être que même, il y aura certains sujets qui seront normés. Voilà. Et on peut leur dire aussi, vous voulez commencer par, sans forcément faire un bilan carbone, c'est aller chercher les premiers indicateurs des émissions de GES. Tu fais du contrôle de gestion environnementale quand tu fais un bilan carbone. Donc, sur le sujet de la comptabilité extra-financière, oui, vous pouvez faire des bilans carbone, mais ayez en tête que l'objectif d'un bilan carbone, c'est pas de faire un bilan, c'est de définir une stratégie de réduction d'émissions de CO2. Et donc, c'est la mise en place d'indicateurs en interne de contrôle de gestion. Ensuite, sur le sujet des comptabilités 3K, il y a plein de méthodes aujourd'hui, il y a plein de méthodologies, rien à arrêter. On entend parler plus de certaines méthodes que d'autres. Mais ce n'est pas parce qu'on entend plus parler d'une méthode qu'elle est plus valable ou viable qu'une autre méthode. Ce qu'il faut, c'est être pragmatique et simple avec votre client. C'est lui dire finalement de quoi vous avez besoin, qu'est-ce qui est important pour vous dans votre activité. Qu'est-ce qui vous empêche de dormir? Parce que ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que les boîtes qui ont les moyens de faire de la comptabilité extra-financière, c'est des grands groupes. Et ils le font parce qu'ils ont des obligations de reporting. Et donc, c'est une façon de mieux comprendre ou de mieux appréhender leur reporting. Si tu veux proposer de la comptabilité extra-financière à des clients qui n'ont pas d'obligation, il faut que ça ait un intérêt pour eux. Et tu ne pourras pas tout compter. Parce qu'en fait, il y a plein de choses qui n'existent pas dans l'entreprise. Et donc, le but, ce n'est pas de faire des choses pour mettre en évidence quelque chose que le dirigeant sait déjà. Il faut que ça lui apporte quelque chose, il faut que ça réponde à une question qu'il n'a pas, où il n'a pas la réponse. Voilà. Donc, sur la comptabilité extra-financière, moi, j'ai plutôt envie de dire, expert comptable, soit vous y allez parce que vous avez des expérimentations à vendre avec vos clients et que c'est une façon de défricher un territoire ou de défricher quelque chose. Donc, c'est une prise de risque, mais qui n'est pas du tout liée à la compta, qui est plutôt liée à l'envie d'entreprendre avec son client. Sur la DPEF, c'est du reporting extra-financier. C'est quelque chose qui est normé. Donc ça peut être séduisant pour l'expert comptable d'accompagner son client sur de la DPEF. On est en pleine révolution réglementaire. Et ça, c'est important de l'avoir en tête, c'est que notre métier, en tout cas la réglementation européenne et la réglementation française est en train d'évoluer sur l'extra-financier. Et donc, on élargit le périmètre de reporting. Et donc aujourd'hui, jusqu'à maintenant, jusqu'à 2024, c'était des entreprises de plus de 500 salariés qui avaient des obligations de reporting. On tombe à 250. Donc si là, les experts comptables qui ont des clients où il y a plus de 250 salariés en seuil consolidé, eux, formez-vous à ce que c'est une DPEF, à ce que c'est une DPEF pour pouvoir expliquer à votre client
ce que c'est un reporting extra-financier et commencer à mettre en place des choses avec lui. Donc là, c'est intéressant suivant ta clientèle. Et ça, il faut que ça soit fait à partir de maintenant. Donc 2023, il y a urgence pour les experts comptables ou les commissaires aux comptes, enfin plutôt les experts comptables, c'est pour accompagner ton client sur la DPEF, de venir te former sur ce que c'est une DPEF pour l'aider à mettre en place le reporting. C'est un peu comme si tu te formais sur ce que c'est une annexe et un rapport de gestion pour pouvoir rédiger le rapport de gestion et l'annexe à ton client. Donc c'est pas infaisable. Maintenant, ça nécessite une ouverture d'aller au-delà des chiffres. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'appréhender le sujet. Voilà. Et ensuite, sur la partie commissaire aux comptes, donc là, il y a des bouleversements et des discussions sur est-ce que le commissaire aux comptes peut être automatiquement OTI ou pas pour vérifier. Tu peux expliquer ce que c'est OTI ? OTI, c'est organisme tiers indépendant. Donc, en France, c'est l'organisme tiers indépendant qui contrôle les informations extra-financières présentes dans les DPEF. Et donc, il y a en ce moment des discussions entre la CNCC, le H3C, le COFRAC, pour pouvoir valider que les commissaires aux comptes peuvent directement valider ces données extra-financières. Voilà. Donc, c'est pareil. Là, les commissaires aux comptes, il faut qu'ils se forment à la DPEF, à comprendre ce que c'est cet outil. On est sur un outil de reporting extra-financier obligatoire. C'est pas pour autant que les entreprises, elles ont de bonnes démarches RSE. Il faut vraiment faire la différence entre les deux. C'est-à-dire, le reporting, c'est le reporting. Tu peux avoir une maturité très, très faible sur les enjeux de développement durable et faire un très bon reporting. Et donc, le reporting, c'est pas la preuve que tu es avec une entreprise engagée. Le reporting, c'est la nécessité de répondre à une obligation parce que tu rentres dans des seuils. Voilà. Mais par contre, le contenu de la DPEF, ça touche bien à des enjeux de développement durable. Et si on revient un peu en ton parcours, alors est-ce que tu es restée toute seule, expert comptable Alors, donc on revient à 2018 où je m'installe. 2019, je crée un organisme de formation parce que, en fait, je reviens sur la raison d'être de mon installation qui était de faire le lien entre le développement durable et la RSE. Je dis, il faut connaître. Je ne peux pas garder ce que je sais pour moi. Il faut que j'arrive à transmettre ça à mes confrères et mes consoeurs pour qu'ils eux-mêmes entreprennent dans ce sujet-là. C'est difficile parce qu'en 2019, tu replaces le contexte, on n'entend pas du tout parler. Puis arrive 2020. 2020, j'ai l'opportunité de faire d'autres formations. Je gagne des appels à projets. Voilà, donc j'ai une activité qui se développe. Je suis toujours toute seule. Là, tu te dis, c'est bien, mais est-ce que continuer toute seule, c'est ce qu'il y a de mieux à faire au vu de ton projet, de ce que tu veux faire? Et donc, j'ai un premier choix où je me dis fin 2020, soit tu te focalises, parce que du coup, je gérais 2 activités en même temps et 2 activités qui grossissaient en fait, qui augmentaient du fait que j'étais de plus en plus connue. Et donc là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me focalise sur la formation ou est-ce que je développe le cabinet d'expertise comptable? Et il se trouve que j'ai rencontré des experts comptables qui étaient intéressés aussi par ce que j'avais créé et qui étaient intéressés pour monter un projet de cabinet auquel je vais fortement contribuer puisque du coup, j'ai dit, allez, je pars dans cette aventure de création sur la base de cabinet historique. Donc moi, j'ai apporté mes activités, j'ai un autre confrère qui a apporté ses activités. Et du coup, on monte un cabinet qui... dont l'ambition est de répondre et d'accompagner ses clients à à répondre d'une responsabilité sociétale, à développer des business durables en tenant compte des enjeux environnementaux, sociétaux, et en restant viable économiquement. Donc 2021, on monte le projet et 2022, on s'associe. Et en fait, l'association... je dirais, c'est important de partager les mêmes valeurs, la même façon de voir le monde, la même façon de construire et d'avancer.
Et je dirais que le projet, il est super. C'est un super cabinet. Il y a plein de belles choses à faire, mais moi, je ne suis pas faite pour être associée. Et je crois que cette belle expérience me l'a démontré. C'est que je pense que je suis quelqu'un qui est autonome et autodidacte et que cette liberté, j'en ai besoin pour créer. Et que à partir du moment où tu te sens libre d'agir, eh ben, c'est plus facile. Et je trouve que parfois en association, faut faire des compromis. Moi, j'aime pas les compromis. Moi, j'aime les consensus, c'est-à-dire que tant qu'on n'est pas d'accord, on ne fait pas. Il faut être d'accord. Il faut qu'on soit aligné sur le d'accord. J'aime le consentement, c'est-à-dire que quand c'est oui, mais quand c'est non, c'est non. Voilà, et j'aime pas les compromis. Parce que dans la notion de compromis, tu as une notion de gagnant et perdant. Et l'association, ça nécessite des compromis. En tout cas, dans cette association-là, et du coup, je ne me sentais pas à ma place. Et c'est pas un sujet, de projet, parce que le projet, il est toujours là, et je continue de contribuer à ce projet, puisque aujourd'hui, je les accompagne au niveau de l'organisme de formation à le développer et le déployer. Par contre, c'est un sujet de se sentir bien à sa place. Et moi, j'ai 40 ans cette année, et j'ai pas fait tout ce que j'ai fait dans ma vie pour me dire t'es prête à faire des compromis. Je fais pas de compromis dans ma vie. C'est on y va ou on n'y va pas, mais où on se met d'accord sur comment on y va et jusqu'où on va et est-ce qu'on est prêt à faire ou pas faire, et on se le dit et c'est ok. Mais voilà, donc c'est ça qui est. Moi, c'est ma façon d'entreprendre et c'est pas la façon dont tout le monde entreprendrait et c'est pas la façon dont peut-être le monde fonctionne aujourd'hui, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, c'est la façon qui me va et c'est là-dessus, tu vois. Je me dis, si j'ai encore 40 ans à vivre, je suis peut-être à la moitié de ma vie aujourd'hui. Et en tout cas, c'est ce vers quoi, tu vois, si on se dit, on se fixe encore des objectifs dans sa vie. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie d'être alignée avec ça. Et tout au long de ma vie, dans mes aides, même dans ma façon d'élever mes enfants, j'ai envie d'être alignée avec ce sujet-là. Tu vois, c'est marrant parce que la vie... longtemps, j'ai cru qu'on pouvait avoir une vie, un équilibre de vie pro-perso. Et en fait, je crois que c'est un grand leurre de notre 21e siècle. C'est comme si tu disais... T'es chez toi comme ça, et puis au boulot, t'es comme ça. En fait, c'est pas possible. Un humain, un individu, il est comme il est. Et en fait, c'est comment tu t'adaptes à ta façon d'être, enfin, comment t'es dans un environnement. Et donc, cet environnement, plus tu choisis qu'il soit aligné avec toi, plus c'est facile, en fait, la vie. Et justement, toi, comment tu gères cet équilibre? Alors, peut-être pas vie pro, vie perso, si tu considères que les deux sont un peu une seule et même facette, parce que de ce que j'ai compris, c'était peut-être un peu compliqué quand tu étais en cabinet, des fois, de lier les deux. Comment tu fais En étant entrepreneuse et à mon compte, ce que j'apprends à faire, et j'apprends toujours, et c'est ça qui est beau dans la vie, je trouve, c'est qu'on apprend tous les jours, c'est que c'est se fier à son intuition, à sa petite voix intérieure, à oui, ça c'est ce que je veux faire ou ça c'est ce que je veux pas faire. Et en fait, je crois que je reviens au sujet de la responsabilité sociétale parce qu'en fait, c'est très aligné. La RSE, c'est faire un choix. Et en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Ça, c'est extrêmement important parce que, en fait, moi, au début, quand je parlais de RSE avec les experts comptables, ils disaient oui, mais c'est bon ou c'est pas bon? Tu vois, mettre en place un baby-foot, c'est bon ou c'est pas bon dans l'organisation? Changer les gobelets, c'est bon ou c'est pas bon? En fait, c'est pas le sujet. C'est pas être bon ou pas bon. Le sujet, c'est est-ce que tu as de l'impact? Est-ce que ça a de l'impact sur toi ou sur les autres individus? Et est-ce que l'impact que tu génères, il est positif ou négatif? C'est-à-dire, est-ce que ça va détruire quelque chose, détruire l'environnement, détruire la planète, détruire la confiance en soi? Ou est-ce que ça va améliorer
les compétences des individus? Est-ce que ça va améliorer, régénérer un écosystème qui n'existait plus? Voilà. On peut envisager plein de choses. Et donc, pour revenir à ta question qui était plus comment tu fais, en fait, finalement, je pense que je suis quelqu'un de plutôt très spontané. Et des fois, je réfléchis. Je dirais que j'apprends à vivre avec cette spontanéité et j'apprends à vivre avec le fait que tout n'est pas OK ou que tout est OK. Et voilà, en fait, s'aligner. Je ne sais pas comment t'expliquer parce que c'est aussi nouveau pour moi. C'est de lâcher prise, quoi, de se dire que c'est OK, que des fois ça se passe comme ça, des fois il y a des imprévus. Ouais, alors c'est une histoire de lâcher prise, je suis d'accord avec toi, mais pas que. C'est une histoire aussi de vivre avec ses émotions. Et tu vois, c'est drôle parce que je crois que dans le monde de l'entreprise, globalement, on ne vit pas suffisamment avec ses émotions. Or, l'humain, c'est fait d'émotions. C'est ce qui caractérise... Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des burn-out. C'est qu'en fait, tu n'as pas suffisamment écouté tes émotions, qu'à un moment donné, ton corps, il te dit stop. C'est pour ça que des fois, on ne comprend pas les colères des gens. Et en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise émotion. Il y a juste une émotion qui est là. Et que tout le job en tant que personne, c'est de comprendre ce qui se passe en toi. Et quand tu comprends ce qui se passe en toi, tu peux agir. Et la RSE, aujourd'hui, un des enjeux, le développement durable, le monde dans lequel on est, c'est de faire agir les gens. Parce qu'il y a trop de gens qui n'agissent pas. Les gens, ils sont... souvent... C'est peut-être des lieux communs que je dis, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que en tant que consommateur, on peut ne pas acheter. En tant que salarié, on peut dire non, stop, là, il y a des limites. Et ça nécessite une capacité à dire, à exprimer ce qu'on pense, à exprimer ce qu'on est. Et ça, c'est extrêmement difficile parce qu'on a une éducation, on a des croyances, et ça veut dire remettre en question. Et c'est un peu ça, en fait, moi, le conseil que je donne aux jeunes, c'est pas tant de tout balancer, c'est plutôt de remettre en question peut-être certains faits qui sont, tout le monde fait, tous les gens, ils vont sur TikTok, alors je vais sur TikTok. Pourquoi, toi, tu as envie d'aller sur TikTok? Qu'est-ce que ça va t'apporter? C'est ça, la remise en question. Et ça veut pas dire que remettre en question, c'est j'arrête tout. Remettre en question, c'est prendre le temps. Et je redis bien prendre le temps, parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'a plus le temps. Donc, c'est s'arrêter, prendre le temps, observer, échanger, dialoguer, pour pouvoir se dire, on y va ou on n'y va pas, mais on fait un choix éclairé. Et c'est finalement ça, je pense en tout cas que le monde dans lequel on va vivre nous oblige un petit peu. Parce que plus on va attendre d'agir, plus on va être face à des urgences, et que plus on va être face à ces urgences, on va devoir prendre des décisions qui ne seront pas toujours agréables. Oui, parce qu'en fait, ne pas faire de choix, c'est déjà faire un choix. C'est une bonne question. Ne pas faire de choix, c'est déjà faire un choix. C'est le choix de rien faire, en fait. Et d'attendre. Et c'est en fait un choix. C'est un choix. Et attendre, quand on a le temps, c'est possible. Mais attendre quand on n'a plus le temps, c'est compliqué. Et donc, la question, elle est, est-ce que quand tu sais qu'on va mal vivre dans 10 ans, quand je dis mal vivre, ça ne veut pas dire qu'on va tous être pauvres ou qu'on va plus rien avoir. C'est juste qu'on va avoir un monde qui sera difficile parce qu'il y a des gens qui vont mourir pour des raisons qu'on aurait pu éviter. Ou il y a des gens qui vont... qui vont avoir des complications dans leur vie, dans leur santé, dans leur façon d'être. Et en fait, à partir de ce moment-là, quand tu le sais, c'est qu'est-ce que tu fais? En fait, le sujet, il est plus tant d'attendre. Le sujet, il est de prendre la décision de faire quelque chose. Parce que quand tu attends, tu fais rien. Et donc là, aujourd'hui, c'est faire quelque chose.
Et donc, c'est ça qu'on nous questionne, en fait, avec la responsabilité sociétale. C'est qu'en fait, quand tu as un niveau de maturité faible sur un sujet, tu peux rester avec ton niveau de maturité. Ou tu peux dire, bah non, mais je vais me former, je vais apprendre, ou je vais tester, je vais faire quelque chose. Et donc là, tu es dans l'action, tu n'es plus dans la réaction. Et le problème avec le fait d'attendre, c'est qu'à un moment donné, tu te trouves dans la réaction. C'est que tout devient urgent. Et donc, si l'urgence, c'est de dire, eh ben, on va augmenter les coûts, comme pour l'électricité, par exemple. Tu vois, la crise énergétique en ce moment, bah, le fait de l'entreprise d'attendre, dire non, mais c'est bon, j'ai le temps pour négocier mon contrat d'électricité. Non, mais c'est bon, j'ai le temps pour voir les approvisionnements. Ou j'ai le temps de ne pas prendre conscience que je suis ultra dépendant de l'énergie. Et ben aujourd'hui, tu as des entreprises qui mettent la clé sous la porte parce qu'en fait, elles ne peuvent plus payer leurs factures d'électricité. Pourtant, les contrats, tu pouvais les négocier. Pourtant, tu vois. Et donc, le sujet n'est pas tant de dire qu'est-ce que j'aurais pu faire. Le sujet est de dire qu'à partir du moment où tu sais quelque chose, qu'est-ce que tu fais pour que tu n'as pas d'impact négatif, ou d'impact, enfin, en tout cas, tu as réduit tes impacts négatifs au maximum. Parce que s'il arrive vraiment quelque chose, tu ne sois pas en difficulté. Ça, la résilience, en fait. Plus de la prévention, quoi, de ne pas forcément attendre d'être au pied du mur pour faire les choses et de prendre les devants. Oui, c'est pas qu'un sujet de prévention, c'est un sujet d'anticipation, de planification. C'est pas de la prévention. Parce que la prévention, ce serait... Tu vois, c'est un peu comme la sécurité routière. La prévention, c'est... J'informe, je sensibilise, voilà. Et du coup, le fait de faire ça, les gens vont améliorer leurs connaissances. Planification, c'est la ceinture de sécurité. On met une barrière et du coup, il y a moins d'accidents et ça sauve des vies. Et puis, et puis après, tu as la réparation, tu as le dommage. C'est une fois, il y a eu quand même un accident, et on va réparer ou on va punir, en fait, ou voilà, on va sanctionner. Et c'est un peu, c'est un peu un choix. Soit tu choisis de mettre tes efforts dans la sensibilisation, et du coup, tu n'es pas sûr que les gens, ils se mettent en sécurité ou pas. Soit tu choisis de mettre dans la planification en disant, voilà, à telle date, les gens, ils mettront tous une ceinture de sécurité. Soit tu choisis d'être dans la réparation, et donc tu dépenses l'argent à réparer les gens, en fait. Tu vois ? Voilà. C'est un petit peu un exemple là qui me vient comme ça en discutant, mais je pense qu'il faut... Et donc finalement, on n'a pas beaucoup de choix. Mais c'est déjà faire un choix par rapport à ça. Est-ce que tu es fière de ton parcours d'aventurière ? Tu vois, j'ai 40 ans cette année. Je suis plutôt fière, ouais. Je suis OK. C'est bien. Je suis heureuse dans ma vie de maman, je suis heureuse dans ma vie d'épouse, je suis heureuse dans ma vie professionnelle. Et je me dis, tu as des nouveaux départs comme ça dans la vie qui font que, voilà, tout est possible, quoi. Quels sont tes futurs projets ? Mes futurs projets, moi, ce que j'ai envie, là, c'est de me dire comment j'arrive à bien accompagner les experts comptables et commissaires aux comptes à intégrer ce sujet de responsabilité sociétale. Donc, à court terme, je vais aller rencontrer plein d'experts comptables et commissaires aux comptes, des éditeurs de logiciels, des chercheurs, voilà, pour essayer de trouver, en tout cas, les bons outils pour les cabinets, le bon discours aussi et la bonne offre produit-marché. Voilà. Et puis, à plus long terme, c'est toujours continuer à œuvrer pour cette transition socio-écologique d'une façon ou d'une autre, en tout cas. Et si tu avais quelque chose à dire à la Oriane qui a 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais ? À la Oriane qui a 20 ans, je dirais... Elle était en prépa peut-être, ou elle venait d'intégrer l'école de 20 commerce ? 20 ans, je ne sais plus. Ouais, c'est peut-être fin de prépa, début d'école de commerce. Je dirais, écoute-toi, fais-toi du bien, prends soin de toi. Et puis, la vie, elle est belle. C'est une belle conclusion. Merci beaucoup, Oriane. Merci à toi, Julie. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode.
Aide-moi à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces 3 options. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré. Le second, c'est d'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et pour faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Enfin, le top du top, ça serait forcément de faire les 3. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.